Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les redirections. Donc, dans Linux, on a l'énorme avantage de pouvoir utiliser les redirections. Il n'y a pas vraiment de limite dans le shell qui nous impose comment les utiliser. On peut vraiment les utiliser à notre façon. Donc il faut savoir que quand un processus se lance, il ouvre trois fichiers spéciaux. Ces trois fichiers spéciaux, on les appelle stdin pour le descripteur 0, on va le voir après, le stdout, le descripteur 1, on le verra après, et le stderr, descripteur 2. Donc pour savoir où ils sont situés dans le système, on a toujours le répertoire spécial, le /dev, qu'on va lister ici, et je vais vous montrer où se trouve. Ici, on va simplement faire un grep sur les std. Voilà. Ici, on voit que ces trois fichiers sont là. Et maintenant, je pourrais par exemple m'amuser à envoyer ici un message. Si je dis merci au lieu d'envoyer ici, je peux voir que si je le renvoie sur dev stdout, on voit bien qu'il m'affiche le merci. Donc on voit bien que le shell utilise ce pseudo-fichier pour m'afficher sa sortie à l'écran. Maintenant, on va voir les autres descripteurs. Donc il faut savoir que la représentation numérique des descripteurs sont de 0, 1 et 2. Ici, le 0 représente dans l'ordre l'entrée standard, la sortie standard et le canal des erreurs. Pourquoi c'est 0, 1 et 2? Tout simplement parce que les processus ne gèrent pas directement ces appels aux fichiers. Donc ils ne passent pas directement par std, tous les fichiers spéciaux que vous voyez stdr. Ils passent par des descripteurs. Et ici, au niveau du noyau, on peut regarder ça. On va faire d'abord, je vais prendre le PID de mon shell. On va faire un lsproc ici. Voilà le numéro et on va faire FD, FD qui représente File Descriptor. Donc ce sont les descripteurs de fichiers. Ici, si vous voyez bien, on a le 0, le 1 et le 2. C'est ici que sont manipulés ces appels aux sorties d'erreur. Donc ici, le 0 est relié à l'std_in, le 1 est relié à l'std_out et le 2 à l'std_error. Donc voilà comment travaille Linux pour accéder à ces canaux. Dans notre shell, le prompt, donc qui est ici l'invite, attend une instruction à effectuer. Donc ici, l'instruction à effectuer, elle est généralement donnée par le clavier, mais elle peut être faite en allant chercher des informations ailleurs, comme une liste d'instructions à faire dans un fichier, etc. C'est ce que nous allons voir. Donc pour le plus simple du monde, quand on dit au shell de nous afficher merci, on fait un écho merci, il nous affiche bien merci, ça c'est très simple. Ici, la forme correcte de mettre par exemple avec grep ou je pourrais éventuellement le faire avec cat. La forme correcte, ce serait de dire donc le descripteur 0 qui est l'stdin, ici qui montrerait qu'il va chercher dans un fichier. Donc ici, on mettrait etc passwd, voilà, et ça nous afficherait le fichier etc passwd. Ce n'est pas utile de mettre le descripteur comme ça, parce que les commandes qui lisent leur entrée standard prennent leur entrée standard dans l'argument. Donc ici, pour vous montrer que vous comprenez bien, ça pourrait être écrit exactement comme ça. Donc moi je mets un espace, en général vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je trouve ça quand même vachement plus clair de mettre un espace et plus lisible. On pourrait faire comme ça, vous voyez que ça marche aussi, mais on pourrait faire également aussi comme ça. Donc cat tc passwd fonctionne aussi, pourquoi? Parce que cat prend en entrée standard l'argument sur la ligne de commande. Donc ça dépend des commandes, c'est pas tout le temps le cas. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne également comme ça avec grep aussi, mais la syntaxe peut changer parce que je vais vous montrer que si je fais un grep, que j'utilise passwd, voilà, et je cherche le pattern que je voudrais juste mettre. Donc je fais un feedback 23. Attendez, je vais éclairer l'écran, ce sera plus simple, voilà. Vous voyez que ça fonctionne aussi. Si par contre je ne mets pas le chevron, ce qui va se passer, c'est que je devrais lui dire le pattern à rechercher d'abord. Donc ici, je mettrai d'abord grep feedback 23. Donc il doit rechercher feedback 23 dans le fichier etc passwd. Donc vous voyez qu'ici la syntaxe change. Et si je mettrais donc ici la même syntaxe,
ça ne fonctionnerait pas. Donc, parce que c'est en fonction vraiment de l'argument que vous mettez, du sens de l'argument. On va voir également qu'il est possible d'utiliser le chevron. Donc, on va voir son utilité avec la boucle while. Donc, ne vous inquiétez pas, la boucle while, on n'a pas encore vu. Mais je vous donne simplement l'exemple, comme quoi ici, il est intéressant et obligatoire de mettre le chevron. Donc, si par exemple, je fais un ligne, je fais un do, on va faire un écho. Ici, on va mettre ligne, voilà. Je vais faire un down. Et ici, je vais mettre mon list hash, voilà. Ici, on voit bien que ça fonctionne et il est impératif de mettre le chevron. Donc ici, le Iridoc est quelque chose qui, ça vous permet de créer une chaîne multiligne. Donc pour créer un IRDoc, donc c'est très simple, on a la syntaxe ici. Ici, donc l'affichage sera mis à l'écran. Donc c'est parfois pas ce que vous voulez, et ça pourrait être dans un fichier, on va voir tout ça ensuite. Mais ici, le principe c'est de mettre 4 double chevron, un délimiteur. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On met par convention générale EOF qui signifie end of file, mais c'est absolument pas utile. On peut mettre par exemple, voilà, Pitback 23, moi je vais faire ça comme ça. Ici, si on tape, vous voyez bien que le bash nous redonne la main. Vous écrivez les lignes à écrire. Je veux être Pitback 23, voilà, par exemple. Si je écris les délimiteurs, pardon, ah non, qui n'est pas, évidemment, voilà, qui n'est pas et off, c'est une habitude. Voilà, si je mets Pitback 23, vous voyez bien qu'il m'affiche donc ici le multiligne. Ça peut être très intéressant pour afficher quelque chose d'interactif dans vos scripts et ou quelque chose ou créer des fichiers de configuration. Je pense à Nginx ou SSH par exemple ou n'importe quoi ou créer des longs fichiers de configuration à la volée. Ça peut être intéressant d'utiliser les IRDoc. Sachez qu'on peut aussi rediriger dans un fichier. Donc dans ce cas-là, on utilisera par exemple EOF5 parce que j'en ai déjà créé un, je pense. Enfin, mais de toute façon, dans tous les cas, il l'écrasera avec cette syntaxe-là. Ici, je vais prendre EOF parce que je suis habitué. Et on voit bien ici, il me redonne la main. Je teste dans un fichier. Voilà. Ici, je vais mettre la fin et on voit bien que si j'affiche mon fichier EOF, je teste dans un fichier, c'est bien écrit. Alors, il y a quelques syntaxes à respecter. Si par exemple, vous voulez, on peut mettre ça donc comme ça. On peut commencer par le délimiteur. Ensuite, faire dans un fichier. Ça fonctionne aussi. C'est une autre syntaxe. Vous pouvez utiliser les deux. Si par exemple, vous avez, je vais vous donner l'exemple ici. Je marque user. Ça, on va le voir avec les fonctions. Ici, je marque user, je mets un EOF. Ici, on voit bien qu'il prend en compte les variables. Si vous ne voulez pas que les variables soient prises en compte, ce qu'on peut faire, c'est mettre des apostrophes. Donc là, comme dans Bash normal, à partir du moment où vous rencontrez des simples quotes, ça ne prend pas ça ne substitue pas les valeurs des variables. Donc ça c'est une chose. Si vous ne voulez pas par exemple de l'indentation, vous indentez vos multilignes mais vous ne voulez pas d'indentation, vous pouvez utiliser simplement le tiret. Pour le reste, ça ne change rien. Et on va voir aussi que on va faire ici vraiment une toute petite fonction, mais ça peut être utile pour alimenter des fonctions. Bon, après, c'est un exemple tout simple, hein, mais on pourrait le faire par exemple si je prends, on va créer une fonction, voilà, info. On va ici ouvrir, on va faire un read username par exemple. Ici, on va afficher hop, ton nom d'utilisateur et voilà. Et ici, on affichera username là qui est parfait. On ferme la collade. Notre fonction est faite. Et ce qu'on peut faire, c'est simplement appeler la fonction pour alimenter la fonction. Donc on peut très bien utiliser un EOF pour alimenter la fonction. Donc, par exemple, pour alimenter ici d'une commande interactive qui est read, parce que read
attend une interaction de l'utilisateur, ici on pourrait directement le faire info et off et je vais mettre par exemple Geoffrey. Je fais un et off et on voit bien qu'ici ma fonction est lancée avec ton nom d'utilisateur est Geoffrey. Donc ça peut être quelque chose de vraiment pas mal du tout. On va voir maintenant avec SSH, on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Donc envoyer avec un HereDoc des commandes à distance. Donc ici pour ça la syntaxe ça va être SSH, on va utiliser grand T pour ne pas avoir de login sur le- pour envoyer simplement du texte et ne pas se loguer sur la machine directement. Donc ici, je vais me loguer sur ma machine et je vais utiliser ici le HereDoc. Même chose, je vais faire un IOF. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui dire qu'est-ce qu'il va devoir faire sur cette machine distante. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est que par exemple, je vais lui dire touch fichier SSH HereDoc. Voilà, par exemple. Si je peux faire un mkdir fichier ou non, un mkdir, je vais faire un répertoire. Ouais, je vais faire un répertoire HereDoc. Voilà, par exemple. Et ici, je marque la fin et on va voir ce qui se passe. Donc, on voit bien qu'on s'est logué directement dessus, que la commande a fonctionné. Si maintenant je vous montre en me connectant sur la machine, ici, si dans mon répertoire home, on voit bien que mon fichier créé à distance a été créé et que, enfin, mon fichier SSH HereDoc est là et que mon HereDoc distant donc est là aussi. Donc ça, donc on va voir maintenant les earstrings. Les earstrings sont exactement la même chose que les airdocs, sauf que c'est plus facile dans sa syntaxe puisqu'il n'y a pas de délimiteur. Et ça nous permet de faire aussi une entrée multiligne si on le veut, mais c'est plutôt utilisé dans la substitution pour des commandes qui attendent aussi une entrée. Et on va voir ça directement. Donc par exemple, je pourrais utiliser tout simplement cat. Ici, je vais protéger mon utilisateur et ici, je vais mettre deux points. Hop, user. Voilà, vous verrez que mon nom d'utilisateur est Pitback23, ça fonctionne. Autre chose un petit peu plus complexe ici, je vais voir si mon liste bash est là. Oui, ok. Donc on va par exemple faire de la transformation. Ne vous inquiétez pas, ici on a ce qu'on appelle des patterns de regex et on verra ça bien plus tard dans le chapitre bash. Donc vous inquiétez pas s'il n'y a pas vraiment à comprendre ici. Donc ici, on utilise, et même si cette commande peut vous paraître complexe, je trouve qu'elle l'est aussi, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Donc vous voyez qu'ici, il m'a remplacé tout ce qui était en minuscule en majuscule, et on l'a fait avec du earstring. Donc vous voyez que c'est une autre façon d'écrire. J'aurais exactement pu faire ceci. Donc ça revenait exactement au même si j'aurais fait list. Bash, voilà, et j'aurais tubé vers TR, ça m'aurait donné exactement le même résultat. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs façons de faire. La seule, c'est celle qui vous convient et celle qui vous permet d'arriver à votre résultat. On va voir maintenant le descripteur de sortie, donc sans doute celui le plus utilisé parce qu'il permet de mettre dans un fichier ce qui aurait dû être affiché à l'écran. Donc on va voir ça tout de suite avec par exemple un écho. Si je fais un écho merci, on voit bien que ça affiche merci à l'écran. Et c'est le comportement qu'on veut. Donc, mais si je veux le rediriger dans un fichier, on va simplement faire echo merci ici et vers fichier merci. Voilà. Ici, on voit bien que la commande n'a pas été affichée à l'écran. Si je fais un cat fichier merci, voilà, on voit bien que merci est là. Jusque-là, pas de problème. Encore une fois, je voudrais attirer votre attention sur le fait que par défaut, quand vous mettez un chevron pour une redirection de sortie, Linux, enfin en tous les cas Bash, c'est que c'est le descripteur numéro un, donc il n'est pas utile de le mettre. Vraiment, ne vous ennuyez pas à mettre ce genre de, enfin à mettre le descripteur quand vous n'avez pas créé des canaux spéciaux. Euh, Par défaut, le 0 c'est le stdin, le 1 et le 2 c'est l'erreur. Le 1 c'est la sortie et le 2 c'est l'erreur. Le 2 sera affiché puisque si on verra après, mais si vous mettez ça, ça n'est pas du tout la même chose que ceci.
Donc voilà, ça c'était une petite piqûre de rappel. Chose importante aussi, c'est que cette commande peut être, si je fais un écho, vous l'avez vu, je vois souvent les gens faire ceci, donc ou ceci, des guillemets ou des quotes, pour créer un fichier vide. Donc fichier vide. Voilà, par exemple. Alors ça nous fait bien un fichier vide, mais moi je dis que je préfère toujours les contractions, les formes contractées sont plus faciles à retenir. Vous pouvez très bien faire ceci. Fichier vide. Et ça va nous créer exactement le même fichier vide. Voilà, donc c'est exactement, et vous voyez que là, il m'a créé réellement un fichier vide et pas un fichier vide avec une ligne qui n'apparaît pas ce qui serait le cas avec Echo. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais voir avec vous aussi. Il faut savoir que la redirection dans un fichier, avec le chevron seul, ici, va écraser obligatoirement le fichier. Donc c'est une commande assez dangereuse parce qu'elle ne prévient pas quand elle écrase le fichier. Faut savoir que Bash écrase d'abord le fichier avant de procéder à la commande. Donc ça c'est aussi une chose très importante. Donc quoi qu'il arrive, il écrasera d'abord la porte. Donc ça a de l'importance si vous faites par exemple fichier quelque chose en entrée, vous voulez lire le même fichier en entrée et puis écrire sur ce fichier. Il faut savoir que ici, dans ce cas-ci, il écrira d'abord fichier avant de donner à l'entrée standard à 4. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à savoir et c'est son mode de fonctionnement. Alors, pour éviter ça, donc ici, on voit bien que si je fais un 4 rien et fichier, on va voir, il va me faire une erreur, voilà, parce que rien n'existe pas. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est vous montrer comment changer ce comportement par défaut. Donc ici, il y a la commande set donc, qui permet de régler les options de bash. Et ici, on va lui dire avec un "-o", donc on va ajouter l'option. Je sais, me demandez pas pourquoi est-ce qu'on fait moins pour activer et plus pour désactiver. J'ai pas écrit bash, donc je pourrais pas vous le dire. Et ici, on va mettre no clubber. Ok? Donc ici, vous voyez qu'il s'est rien passé. Demander confirmation avant de suppression. Si par exemple ici je fais ça, on voit que impossible d'écraser le fichier existant. Donc ça c'est bien, ça vous empêchera de faire des bêtises au niveau des fichiers. Alors ça on a vu. Maintenant, mais comment on peut écrire ce qu'on veut, enfin si par exemple on veut écrire un écho, merci, et je mettrai par exemple merci Geoffrey. Donc je voudrais écrire juste en dessous, merci Geoffrey. Ben, je fais un écho ici et on va faire un double chevron sur fichier, fichier merci. Voilà. Et ce que ça fera, c'est que ça ajoutera simplement Geoffrey à la fin du fichier sans l'écraser. Donc si maintenant je fais fichier merci, on voit bien qu'il m'a ici mis merci et qu'il m'a mis Geoffrey. Donc, alors ici, on va voir en ce qui concerne le canal d'erreur, donc très utilisé dans les scripts par exemple pour enregistrer vos logs d'erreur, un souci qu'il aurait pu y avoir sur un retour de commande ou simplement dépolluer votre terminal avec la sortie d'erreur qui est par défaut affichée sur l'écran pour la rediriger par exemple dans DevNull, qui vous permettra de ne pas afficher à l'écran ces erreurs. Ça, c'est deux cas de figure les plus utilisés. Il y en a peut-être d'autres. Par exemple, on va voir avec la fusion, puisqu'on peut fusionner le canal d'erreur avec le canal de sortie standard ou n'importe quel autre descripteur. Donc, on verra ça un petit peu plus tard avec exec. Mais ici, on va voir déjà qu'on peut fusionner ces deux canaux, qui peut être intéressant parfois pour simplement faire une seule redirection, plutôt que faire et 1 et 2, etc. On va faire ici un petit exemple sur mkdir. Si je fais un dossier LoRa, je veux afficher cette erreur ici. Je vais donc utiliser le descripteur 2 pour dire que c'est l'erreur et non pas le 1 qui serait la sortie standard. Et je vais ici l'afficher dans error log. Si j'affiche donc l'error log, on va bien voir qu'il m'affiche exactement la même chose ici qu'à l'écran. Donc ça, c'est correct. Notez aussi ici que cette syntaxe est exactement pareille si on voudrait rajouter l'erreur en dessous à la ligne, enfin à la fin du fichier, ici error log. Donc, que ce soit pour la sortie d'erreur ou la sortie standard, on utilise le simple ou le double chevron pour l'ajout et le simple
pour l'écrasement. Alors, ici, ça, c'est parfait. Ce que l'on peut faire aussi, et ce qui est souvent fait, c'est que plutôt que d'afficher l'erreur soit dans un fichier, soit à l'écran, on peut simplement l'envoyer vers un fichier spécial qui est le devnul, qui est un peu le trou noir de Linux, et qui vous permet de... En fait, il avale tout ce que vous lui donnez, donc il vous permettra d'enlever cet affichage que vous ne voulez pas. Donc, si je fais ça, on voit bien qu'il ne se passe rien, et vous ne retrouverez jamais votre erreur, donc elle est avalée par le système. Donc ça, c'est possible aussi. Si maintenant, on va nettoyer l'écran pour la fusion. Je pourrais très bien faire un ls et dire que pour le 1, je voudrais mettre dans le fichier list. Et pour l'erreur 2, je voudrais mettre dans error. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire. Vous voyez que ça va fonctionner. Donc, on va tester cette commande. Il n'y a rien qui s'est affiché à l'écran forcément. Si maintenant je fais un cat list, donc dans ce cas de figure, ça devrait fonctionner, donc celui-là devrait être complet, ce qui est le cas. Si maintenant je regarde le error list, on voit bien qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce qui se passe si je fais ici un ls de mich, voilà, qui n'existe pas? Qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, on voit bien que je laisse le chaudron qui vont remplacer les fichiers. On voit ici, et normalement je devrais tomber dans le cas de figure où il y a une erreur. Donc si je regarde le error list, on voit bien que j'ai une erreur et qui me dit impossible d'afficher, d'accéder à Mich, aucun fichier et dossier de ce type. Donc ça, jusque-là, c'est normal. Mais cette syntaxe, elle est un petit peu... vous pouvez l'utiliser, bien sûr, mais elle n'est pas très optimisée. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais vous pouvez exactement faire la même chose. Moi, je suis pas très inspiré pour les noms. Et ce fichier ensemble, on va donc lui indiquer la sortie standard, donc normale. Seulement, ce qu'on va faire, c'est on va lui rajouter le canal d'erreur. Donc, et ici, avec cette syntaxe-là, on va fusionner le canal d'erreur et le canal standard. Donc, aussi bien les erreurs que la sortie standard seront mis dans le fichier ici ensemble. Donc ça, c'est aussi une façon de faire. Donc ici, il n'y aura pas d'erreur, vous ne le verrez pas, mais ça fonctionne très très bien. Si maintenant on pourrait exactement faire l'inverse, donc on pourrait par exemple faire ceci, mettre le canal de sortie standard vers le canal d'erreur. Donc ça s'écrirait comme ça, mais dans ce cas-là, forcément, vous afficherez le canal d'erreur. Donc voilà, ça, ce sont deux choses au niveau des redirections. Alors au niveau de la syntaxe, c'est très important. Donc ceci, par exemple, je vais mettre fichier standard, voilà, est vraiment important à garder au niveau de la syntaxe, puisque il faut qu'un fichier soit déclaré sur la sortie standard avant la fusion. Donc, au niveau de la commande exec, c'est quand même une commande qui reste très avancée, donc on va vraiment rapidement la parcourir et pas en détail. Mais il va falloir que vous compreniez que cette possibilité existe. Il est possible d'utiliser, donc comme je l'avais dit sur Internet, d'autres descripteurs. Donc par défaut, on utilise le 0, le 1 et le 2, mais on peut utiliser également des descripteurs de 3 à 9, c'est totalement possible. À quoi ça sert? Ça sert simplement à faire des liens, et par exemple, pour ne pas afficher certaines choses par une commande, mais pas par d'autres, donc sans changer de processus. Ça peut être quelque chose d'utile dans ce sens-là. Donc, si vous voulez le retour, par exemple, d'un filtre sur un canal et pas sur l'autre, eh bien, vous pouvez jouer comme ça avec les canaux. Donc ici, on va un petit peu passer à la pratique et tout d'abord, on va regarder notre PID pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, je vais venir me lister mes descripteurs. Donc ici, on va utiliser le 8356. Et je vais mettre FD. Ici, on voit bien que nos descripteurs 0, 1 et 2 sont bien présents. 255, on s'en occupera pas pour l'instant. Alors, et comment je vais définir un nouveau descripteur? Bah, tout simplement, je vais taper exec, le numéro du descripteur.
et l'envoie vers un fichier, puisque forcément, sur l'écran, il est déjà occupé par le numéro 1, donc on ne va pas l'écraser. Donc ici, on va mettre descripteur 3. Voilà. Ok. On peut exécuter. Si maintenant je reliste, on voit bien qu'ici, j'ai mon nouveau descripteur qui est disponible. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise, ce descripteur? Ben, tout simplement, par exemple, on va pouvoir faire un... Je vais prendre écho, histoire que ce soit pas trop long dans le fichier. Voilà, je vais prendre un écho et je vais décider de l'afficher dans le descripteur numéro 3. Donc ici, je vais faire un écho maman. Voilà, dans le descripteur numéro 3. Et si maintenant je fais un cat sur mon descripteur numéro 3, on voit bien qu'il m'a bien affiché maman. Donc ça, c'est parfait et ça fonctionne totalement. On peut jouer comme ça avec également des redirections. Par exemple, rajouter, je voudrais écrire cat maman. Et ici, je voudrais que le canal d'erreur soit redirigé vers le canal 3. On va voir ce que ça donne. Si je fais un cat descripteur 3, ici on voit bien que l'erreur a bien été affichée. Donc vous pouvez vraiment jouer comme ça avec d'autres descripteurs pour ne pas polluer ceux de Linux qui sont tout le temps utilisés, donc le 0, le 1 et le 2, pour éviter d'avoir des erreurs. Parce que vous verrez que si vous chipotez un petit peu trop avec les descripteurs, vous pouvez planter votre bash. Donc faut pas trop jouer avec ça non plus. Mais dans des scripts très avancés, on va pouvoir les utiliser. Ça nous évite de devoir lancer d'autres processus et de garder par exemple nos variables, nos portées de variables qui ne seraient pas le cas sans faire un source dans un autre script, etc. Ça, c'est quelque chose de très avancé et qu'on verra vraiment beaucoup plus tard. Donc ici, voilà, c'est important que quand on ouvre un descripteur aussi, on le ferme. Donc ça, c'est conventionnel. Donc pour fermer un descripteur, vous utilisez tout à fait cette syntaxe-là. Donc on refait un exec, ici le 3. Donc si ça avait été 6, vous mettez 6. Ici c'est le 3 et vous mettez un esperluette dash. Et ici on va voir que le descripteur est bien fermé puisqu'il n'est plus présent. Donc voilà à quoi sert exec. Petite chose également que je voulais juste voir avec vous au sujet d'exec, c'est que si je fais un type exec, ici on voit bien que c'est une primitive du shell, donc à ne pas confondre avec l'option par exemple exec de find, donc qui est pas du tout la même chose. Donc ça, je voulais juste faire le point avec vous. Il faut savoir aussi que la définition des descripteurs sera active pour les processus fils que vous lancez. Donc, le PID, c'est le parent ID. Et tous les processus bash, par exemple, que je pourrais lancer dans mon shell, reprendront les descripteurs. Alors, une des forces de la ligne de commande, c'est sans conteste les pipes. Donc, les pipes vous permettent simplement de rediriger la sortie standard sur l'entrée standard d'une autre commande. C'est vraiment super utile. On va voir ici quelques exemples simples. Ça sert à rien de faire une théorie là-dessus. Vous verrez qu'avec la pratique, c'est très facile à comprendre. Donc ici, je vais prendre le cas du ETC pass WD. Mais ici, on va revenir dessus. Donc si par exemple, voilà, j'affiche ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de contenu et j'aimerais filtrer ça. Donc c'est un des avantages des tubes qui permettent d'exécuter des commandes de filtrage. Donc ici, si je recommence, je vais utiliser donc ma commande de filtre grep. Et je voudrais juste afficher mon utilisateur feedback 23. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que cat va me sortir sur la sortie standard tous ces résultats et il va ici les piper vers grep qui va les avoir dans son entrée standard. Donc ça serait un petit peu comme si je faisais ici hop, un grep sur ETC pass WD. Donc c'est vraiment exactement la même chose, sauf que grep est capable de le lire à travers un tube. C'est vraiment une particularité super intéressante de Linux. Donc ici, on voit bien que ça fonctionne.
Si maintenant je pourrais prendre exactement d'autres exemples, un exemple ici que j'avais repris et qui ne sert strictement à rien, on pourrait par exemple ici écrire écho, même pas besoin de mettre ça, et ici faire 4. Vous voyez que ça fonctionne aussi, donc on envoie merci dans l'entrée standard de 4. Cette commande ne sert à rien du tout, mais ça vous montre comment ça fonctionne. On peut aussi faire des choses un petit peu plus complexes et dans l'article sur internet, je vous ai montré quand même une commande avec diff qui commence à être un petit peu complexe. Donc où il y a 5-6 pipes sur une commande. Je pense par exemple à cut aussi qu'on pourrait utiliser et on va le voir ici ensemble. Donc passe WD ici et si on fait ça, je vais faire un grep avec 23. Je pourrais faire un cut sur, je sais que le délimiteur ici c'est le 2 points. Je voudrais afficher le premier champ qui est mon utilisateur et normalement cette commande va me retourner juste feedback 23. Donc ça reste quelque chose de sympa, les pipes, vous voyez, et on peut faire comme ça à l'infini. Je pourrais afficher mon champ 6 ou 5, je sais plus, on verra bien. Voilà, 6 qui correspond à mon répertoire home. Je pourrais encore, on peut faire aussi, voilà, je vais mettre bash et tous les utilisateurs qui utilisent bash seront listés. Donc on voit que c'est quand même relativement puissant. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe des pipes. Je ne vais pas me la faire trop longue. Pour terminer ici, on va parler de T. T permet de simplement rediriger à un moment donné le résultat d'une commande est dans un fichier et dans sa sortie standard. Donc ça permet vraiment de, à un moment donné, bifurquer un résultat dans un fichier, mais continuer la commande. Donc on va voir ça ensemble avec un exemple que j'ai mis donc sur le site qui est relativement parlant. J'ai déjà gagné un petit peu de temps. Voilà. Donc ici, on a la syntaxe. Je vais l'expliquer. Donc ici, on va parcourir donc le fichier etc password. On va faire un petit grep avec une expression rationnelle et inverser le résultat. Donc ça veut dire qu'on ne va pas afficher notre pattern ici. On va découper les champs en prenant juste le 1 et le 6 qui correspond à l'utilisateur et au répertoire home. On le passe dans un tube ici et on va faire un T. Et je ne vais pas mettre le A pour vous expliquer la différence. C'est que ici, à ce moment-là, T, qu'est-ce qu'il va faire? C'est il va un petit peu faire comme si on faisait une commande et le chevron numéro 1 dans le fichier. Seulement si maintenant on s'arrêtait là et qu'on mettrait, enfin on peut continuer le tube, mais si à la fin de cette commande, WC ici me compterait 0. Pourquoi? Parce que il n'aurait aucun résultat de sortie de la part de T qui aurait tout mis dans un fichier. C'est vraiment à ça que ça sert, c'est que T émet dans le fichier et il continue à émettre sur la sortie standard. Donc ça permet d'envoyer justement ce résultat et ça permet à OSC de la recevoir dans son stdin et de faire le comptage des utilisateurs. Donc ici, on va voir ça ensemble. Bien sûr, si vous voulez ajouter au fichier, c'est comme d'habitude. Donc si vous vouliez faire ça par exemple, ici avec T, vous faites A pour append. Donc il ajoutera le fichier parce que ici, il écrasera le fichier même s'il existe, hein. Donc, à ce niveau-là, on connaît déjà. Donc on va faire ça et ici on voit qu'il m'affiche 6. Donc il m'affiche bien, il continue sa commande et on verra que mon utilisateur 2 contient bien la liste des utilisateurs. Donc ça vous permet vraiment à un moment donné, j'aurais pu m'arrêter par exemple et faire un T ici après grep sans découper. On peut le mettre un petit peu partout, mais ça permet de vraiment dupliquer, faire comme un domino, une prise domino et de continuer. Et c'est très utile.